C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cet enjeu, Iran, la paix ou le retour des bombes. Prenons l'option paix pour commencer. La guerre bientôt finie parce que Trump, dans un revirement XXL, calme le jeu dans le détroit d'Ormuz pour favoriser un accord avec l'Iran, parce qu'un projet d'accord serait sur la table, parce que Marco Rubio parle de fin de l'opération militaire américaine. Pas si simple, bien sûr. Prenons les choses les unes après les autres. Que dit ce projet d'accord sur la table? Alléger les sanctions contre l'Iran, gel de l'uranium à long terme, est-ce crédible? Est-ce faisable? Et parlons du fait de suspendre l'opération d'escorte de navires. Ces revirements sont-ils synonymes de défaite de la Maison-Blanche? Nous vous raconterons aussi l'histoire de ce navire français, escorté, attaqué par les Iraniens, symbole d'une stratégie Trump mise en échec. Côté retour des bombes, maintenant, les États-Unis confirment la fin de la phase offensive du conflit, mais l'armada n'a cessé de grossir. On parle de paix, mais Trump prépare toujours la guerre. L'armada américaine ne cesse de se renforcer et ça, on va vous le montrer. Est-ce une ruse? Tout ça n'est-ce qu'un apaisement, mais reculer pour mieux frapper? À quoi joue le président américain? On en parle notamment avec nos équipes qui sont sur le terrain, toujours direction les États-Unis, Iran, Doha, Tel Aviv également. Et puis, donc ce thème, c'est parti, Iran, la paix ou le retour des bombes. Écoutez, regardez. Je vais vous dire une chose, l'Iran veut passer un accord. Ils ont voulu jouer, mais qui va gagner? Et comment gagner lorsqu'on n'a plus d'armée, plus de militaires? Il est tout à fait naturel que nous menions les négociations dans un climat de méfiance et de suspicion extrême à l'égard des États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'en moins d'un an, ils ont attaqué l'Iran sans raison, alors même que nous étions en pleine négociation. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Elisabeth Shepard-Selam. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Tours. Vous êtes spécialiste des questions de défense et de sécurité. Bonjour à vous, Lucas Manger. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes grand reporter spécialiste des relations internationales. Gwendoline de Bono, je suis ravie de vous retrouver bien évidemment. Vous êtes grand reporter TF1 LCI. Bonjour à vous, colonel Père de Jong. Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes consultant en défense et géopolitique sur LCI. Dans quelques instants, nous serons rejoints sur ce plateau par Jean-François Bureau, qui est ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. Une image à vous montrer qui fait clairement l'actualité. Le Charles de Gaulle, notre porte-avions français, se rapproche actuellement du détroit d'Ormuz. Le porte-avions Charles de Gaulle et le reste des navires du groupe aéronaval français se déploient en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. C'est ce que détaille le ministère des Armées, qui précise que cette opération doit notamment permettre d'offrir des options supplémentaires de sortie de crise pour renforcer la sécurité de la région et de contribuer à la réassurance des acteurs du commerce maritime. Pour toutes les images, pour toutes les explications, on se retrouve un tout petit peu plus tard dans cette émission. Bien évidemment, nous y reviendrons. Mais d'abord, très important le message de Donald Trump il y a quelques heures. Je résume. Si l'Iran accepte de respecter les engagements pris, l'opération militaire prendra fin et le blocus aussi. Dans le cas contraire, les bombardements, à nouveau, et d'une intensité et d'un niveau bien supérieur à ceux des années précédentes. Sonia Dridi, merci beaucoup d'être avec nous en direct de la Maison-Blanche. Vous êtes correspondante accréditée sur place. Sonia, Donald Trump parle d'engagement pris par Téhéran. Les termes d'un accord ont-ils été effectivement convenus? Sommes-nous plus proches de la fin de la guerre ou plus proches d'un retour des bombes? Alors on sent un Donald Trump qui reste encore prudent. Il a dit donc sur son message publié sur son réseau social Truth, si l'Iran accepte de donner ce qui a été convenu, alors l'opération Fureur épique sera terminée. Dans cette même salle de presse hier, son secrétaire d'État assurait que cette opération Fureur épique était déjà terminée et que désormais c'était le projet Liberté et donc que les États-Unis entraient dans une phase défensive. Donald Trump a décidé hier soir de suspendre son projet Liberté pour donner une chance aux négociations. Donc il y a en effet un président qui est pressé d'afficher une victoire diplomatique auprès de sa population, qui, on le sent, a envie d'obtenir un accord, mais qui ne veut pas perdre la face. Il y a quelques jours rencontré le chef du CENTCOM, l'amiral Cooper, qui lui a proposé plusieurs options militaires. Donc l'option militaire reste sur la table. Et tout à l'heure, lorsqu'il a parlé à une journaliste du New York Post pour lui dire qu'il était trop tôt pour envisager une rencontre entre les États-Unis et l'Iran au Pakistan, il a dit qu'il devait raccrocher parce qu'il allait s'entretenir désormais avec des généraux. Merci beaucoup Sonia Dridi. On se retrouve un peu plus tard en direct depuis la Maison-Blanche. Alors c'est le média Axios qui a fait les grandes révélations de ce jour. Washington et Téhéran sont maintenant, selon le média, plus proches d'un accord
n'importe quel moment depuis le début de la guerre. Quel accord à la clé? Quels sont les éléments qui sont en discussion? Faire descendre la pression à Hormuz, le nucléaire. On voit tout cela avec vous, Gwendoline de Bono. Je vous emmène avec moi devant l'écran. Gwendoline, on parle d'un protocole d'accord en une page, 14 points, et les États-Unis attendent des réponses iraniennes dans les 48 heures. Le cœur de l'accord, c'est le nucléaire. Ben oui, parce que Donald Trump, il l'a répété à maintes reprises, l'Iran ne doit pas avoir l'arme nucléaire. Donc pour qu'il y ait un accord, il faut qu'il y ait des avancées sur la question et non des moindres. D'abord, c'est la première condition, que les Iraniens rendent les 440 kilos d'uranium enrichi à 60%, donc de qualité militaire. Ensuite, un moratoire sur l'enrichissement, ça voudrait dire que les Iraniens s'engagent à ne plus enrichir du tout d'uranium à minima entre 12 et 15 ans, qu'ils se plient à un régime d'inspection renforcé, et puis enfin qu'ils démantèlent leurs installations souterraines. On pense notamment au site de la montagne de la Pioche, ce site que l'AIEA n'a pour l'instant jamais visité. Quelles seraient les contreparties américaines ? Alors d'abord, Donald Trump, sur son compte Truth, il le dit, si l'Iran, je cite, accepte de donner ce qui a été convenu, d'abord, il y a une levée du blocus américain sur les ports iraniens. Donc ce qui a été convenu, sous-entendu, les 440 kilos d'uranium enrichi. Ensuite, si la négociation avance, levée progressive des sanctions sur l'Iran et peut-être accès aux avoirs gelés, mais on en est encore très très loin. Le projet d'accord prévoit aussi la fin du blocage du détroit d'Ormuz. Oui, dans le cadre d'un accord, il y aura de nouveau une liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz. L'Iran n'installera pas de péage de checkpoint et les États-Unis n'imposeront plus, eux, leur blocus sur les ports iraniens. Donc sur Ormuz, on revient en fait à la situation d'avant-guerre. Mais encore une fois, il s'agit, on l'a dit, d'informations qui sont rapportées par le site Axios, qui expose ce qui est sur la table. Mais on s'en souvient, 10 jours avant le lancement de l'opération Epic Fury, Axios disait aussi qu'il y avait de vrais progrès dans les discussions entre Américains et Iraniens. Merci Gwendoline. Le président américain vient de dire à un reporter du New York Post que c'était trop tôt pour penser à des discussions en face à face avec l'Iran, et il affirme qu'il n'est pas temps pour le moment encore d'envoyer des reporters du côté du Pakistan. Le voilà qui temporise. Faisons simple. On y croit ? On y croit, cet accord? Alors, avec le sourire que vous affichez, Elisabeth Shepard-Sellam, c'est pour vous forcément la première question. Alors, je reviens à un tweet de Barak Ravid, justement, d'Axios, qui rappelle quand même le nombre de fois où les Américains ont montré un optimisme à tout va et qu'on n'a pas eu d'accord. Donc moi, je pense que prudence est de mise, comme toujours. Si on regarde bien ces points que Gwendoline vient de présenter, on se rappelle quand même qu'il y a un certain nombre de lignes rouges que les Iraniens déjà font bruit de dire que c'est inacceptable. Donc je pense notamment à l'uranium qui serait exporté à l'étranger. J'y crois pas, en tout cas pour l'instant, et je ne partage pas l'optimisme d'un certain nombre. Les Iraniens parlent de leur méfiance. Alors vous me direz, ils vont pas dire mais oui, bien sûr, c'est super bien parti. On vous assure que vraiment ça se passe très très bien. Mais est-ce que cette déclaration, ces informations, elles ravivent pour vous l'espoir d'une issue diplomatique portée du côté d'Islamabad ? S'il y a une issue diplomatique, il faut que les Américains comprennent qu'ils ne peuvent pas prendre des négociations à la légère et à coup d'annonces comme le fait Trump. C'est que Trump a une volonté de négociateur de annoncer les choses pour qu'elles se produisent. Les Iraniens, quand ils négocient, et ils négocient depuis longtemps sur ces questions du nucléaire, ils se déplacent à 90 ou 100 personnes et ils discutent point par point des choses. Trump a une volonté affichée de faire que les accords se passent comme ça en 24 heures et d'une certaine manière, on annonce quelque chose et on négociera ensuite les détails. Les Iraniens, de ce qu'on en sait, ne voient absolument pas les choses de cette manière-là. Quand ils vont parler d'uranium, s'ils négocient sur l'uranium, moi je doute qu'ils acceptent de rendre les 440 kilos, mais mettons que ce soit sur la table de discussion, ils envoient des ingénieurs, des stratèges, des spécialistes du nucléaire. C'est pas en face Witkoff et Jared Kushner qui vont comprendre ces enjeux-là. Je dis pas que ce sont des gens qui comprennent pas, mais les Iraniens vont aller dans des détails extrêmement techniques. Et les Américains, ils parlent avec qui? Ceci dit, du côté des Iraniens, on parle avec qui? On ne cesse de parler, on le fait régulièrement dans cette émission, des divisions au sein du régime, avec le patron des gardiens de la Révolution, qui serait très en colère régulièrement contre Pézeskian et réciproquement, parce que les deux n'ont pas du tout la même vision. Donc avec qui on négocie concrètement, si vraiment on négocie? C'est ça la question aujourd'hui, que même Trump, à une de ses conférences de presse, a dit parfois on a un peu du mal à savoir avec qui on discute.
ce que disait Lucas est très juste. Eux, ils envoient beaucoup de monde. Maintenant, aujourd'hui, on a cette impression que c'est plus les gardiens de la révolution qui parlent. Et ça, c'est très important parce que c'est quand même des durs à cuire, entre guillemets. Du côté américain, je rajouterais quand même qu'ils ont renforcé leur équipe avec Nick Stewart, qui est un expert sur l'Iran, pour le coup. Heureusement, ce qui montre que les Américains ont peut-être compris aussi qu'il fallait, surtout sur ces sujets-là, renforcer une équipe de négociation avec des experts sur la région. Ouais, la grande question, c'est de savoir si ce qui est sur la table est aussi crédible et faisable, très concrètement parlant. Et là, sur le nucléaire, je me tourne vers Gwendoline de Bono, mais c'est vrai que c'est un peu votre sujet, vous le connaissez très bien. Vous l'avez mis sur la table d'ailleurs dans votre explication, le nucléaire, récupérer l'uranium et l'envoyer potentiellement aux États-Unis. Ça, à ce point-là, par exemple, c'est faisable. Moi, je voyais que dans ce domaine, les Américains ont une expérience puisqu'en 94, ils avaient retiré 600 kilos d'uranium enrichi du Kazakhstan. Preuve que c'est faisable. Il n'y a aucun problème pour aller prendre de l'uranium, il n'y a aucun problème technique pour que les États-Unis récupèrent les 440 kilos d'uranium enrichi. Sauf que le problème, c'est que les 440 kilos d'uranium enrichi, c'est un problème politique pour le régime. Vous imaginez, là on parle effectivement d'Ahmad Vaidi, le commandant des gardiens de la révolution, qui est quelqu'un de très dur. Ce que ça signifie politiquement pour le régime iranien, d'aller remettre les joyaux de la couronne dans les mains des Américains. Donc le problème sur l'uranium enrichi, il est là. Est-ce qu'ils peuvent le donner aussi vite que Trump le souhaiterait, à peu près 48 heures, on peut largement en douter, même si techniquement, évidemment, c'est faisable. Colonel. Vous savez, une négociation, c'est un cycle lent. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On va trop vite aujourd'hui. Je pense que parler de nucléaire, de 440 kilos, effectivement, c'est là l'objectif final. Par contre, pour y arriver, il va se passer un certain temps. Qu'est-ce que je constate après cet arrêt global des combats, puisqu'en fait, Trump a décidé de cesser l'opération, Epic Fury ou Freedom, tout dépend où on se place. Donc le problème est le suivant, c'est qu'en fait, il y a une masse de choses qui ont été mises en place, et le point important, c'est que les Iraniens ont accepté d'en parler, parce que je pense que la condition sine qua non du débat, de commencer le débat, c'est d'arrêter les combats. Donc clairement, Trump aujourd'hui accepte d'arrêter les combats pour entamer une discussion. Il y a un point très important, au-delà des midterms, qui est une échéance de moyen terme, on oublie quelque chose. Vous avez la Coupe du Monde de foot qui commence le 15 juin. L'équipe d'Iran, je vous rappelle, elle va jouer aux États-Unis. Donc vous avez un environnement extrêmement important, mondial, plusieurs milliards de spectateurs, et ça peut pas se passer comme ça. Donc évidemment, c'est aux États-Unis quand même. Alors une partie au Canada, une partie au Mexique, une partie aux États-Unis. Et moi, je sais par les Américains que c'est une donnée extrêmement importante et que Trump ne veut pas rater ce moment-là. Donc en fait, Trump est plutôt sur un modèle, je dirais, négociateur. Après, on verra le temps que ça prendra. Je rappelle que les négociations sur la guerre du Vietnam ont duré presque 10 ans, donc ça peut peut-être durer un peu moins, mais assez longtemps. Donc on en est là aujourd'hui. On est aux prémices de quelque chose. Je pense que c'est trop tôt pour déterminer des chances de moyen et de court terme. On a quand même une petite curiosité à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ce salto arrière de la diplomatie américaine hier, puisque Donald Trump dit stop au projet Liberté, donc ce projet d'escorte de navires américains dans le détroit d'Ormuz, pour essayer de favoriser un accord. Mais j'ai envie de dire presque le pauvre Pitexet, lui, était devant les médias du monde entier quelques heures plus tôt pour dire qu'il confirmait ces projets, ces opérations. Regardez. Le président n'a capitulé sur rien, c'est lui qui a les cartes en main. Nous avons la main haute et notre projet Liberté ne fait que renforcer les cartes que nous avons. Mais que s'est-il passé ? Est-ce qu'un coup de fil entre-temps aurait pu changer la donne ? Ça prouve une grande désorganisation probablement à la Maison-Blanche, et le fait que Trump lui-même manie l'ambiguïté stratégique au plus haut point, c'est-à-dire qu'y compris dans son entourage, il semble qu'il y ait des gens qui soient pas au courant des revirements, de ces revirements à lui. Alors, Pitexet est pas réputé pour, on va dire, c'est pas j'allais dire quelque chose de désagréable, mais peu importe. C'est pas on va dire, c'est pas le plus grand intellectuel de la Maison Blanche. Il y a des gens pas très agréable quand même. Ouais, il y a des gens beaucoup plus compétents que lui, y compris sur les questions militaires. Donc je pense que ces gens-là étaient au courant. Lui visiblement ne l'était pas. En ce moment, il est beaucoup envoyé au front médiatique, Pitexet, mais pas tellement. On a l'impression qu'il n'est pas au cœur des discussions les plus importantes. Mais ça prouve qu'il y a une désorganisation et qui est très dommageable aux Américains vis-à-vis des Iraniens.
Iraniens aussi, parce que entamer une négociation avec des discours comme ça qui sont un peu éparpillés, où on a l'impression qu'en face de vous avez des gens qui n'ont pas le même niveau d'information, ça n'augure rien de bon pour l'équipe qui, si elle doit arriver à Islamabad pour négocier, sera en position de difficulté. On peut imaginer un petit partage des rôles, c'est-à-dire toi, Pete Hegseth, tu dois incarner le retour des bombes, et moi, quelques heures plus tard, je vais incarner la paix, puis on changera s'il faut dans les prochaines heures. Bien évidemment, avec Pete Hegseth dans ce rôle un peu de porte-parole, un peu guerrier, parce que c'est aussi le rôle qu'il joue plus généralement. On se rappelle quand même qu'il était commentateur Fox News et que la communication, plus que la guerre, c'est un peu son métier. On peut imaginer que c'est une stratégie. Néanmoins, je rejoins Lucas. On a cette impression, si on compare Pete Hegseth et des gens comme Marco Rubio, par exemple, qui est beaucoup plus à la fois présent et plus connaisseur de ce type de dossier, notamment le dossier iranien, qui a une sorte de communication chaotique en interne. Après, on sait aussi que Donald Trump, parfois, parle que à un cercle assez restreint et que ça peut aussi être, effectivement, ça peut être une stratégie, mais ça peut être aussi cette désorganisation dont parlait Lucas. Cette question également, est-ce que les États-Unis ont perdu cette guerre ? Question très directe, encore une fois, on la met sur la table justement pour réveiller les consciences, mais mettre fin à l'escorte militaire de navires. Dans le détroit, annoncer la fin des opérations militaires par la voix de Marco Rubio, parce que c'est également l'un des grands volets de ces dernières heures. Est-ce synonyme de défaite ? Je vous vois réagir déjà, mais je vous laisse juste écouter ce que disait le colonel Goya, parce que pour lui, oui, en effet, c'est le cas. Un échec, quand on est en situation asymétrique, c'est une défaite. Quand vous avez un budget de la défense qui est 50 fois plus supérieur à celui de votre adversaire, et que vous n'arrivez pas au bout de plus d'un mois de combat, vous n'arrivez pas à soumettre à votre volonté, le vainqueur, c'est le plus faible. C'est un échec. On peut aujourd'hui dire le mot échec, le prononcer. Moi, je crois qu'on est encore dans une phase des opérations. Et il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé avec Marco Rubio quand il dit l'opération Epic Fury, elle est terminée. Le contexte dans lequel il dit ça, c'est qu'il est en train de revenir sur ce qui s'est passé au Congrès. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains ? Ils avaient l'échéance du Congrès parce que on était à 60 jours avec une opération qui était commencée. Là, Marco Rubio dit cette opération, elle est finie. Donc, il n'y a plus besoin de Congrès. Qu'aurait pu aussi être un moyen de pression pour les Iraniens. Ils avaient qu'à attendre que les Américains se confrontent au Congrès. Marco Rubio dit c'est fini, il n'y a plus Epic Fury. Pourquoi on irait devant le Congrès pour demander l'aval du Congrès pour Epic Fury ? Donc qu'est-ce qui va se passer s'il y a une autre opération ? Est-ce que ça ne veut pas dire du coup qu'il n'y en aura pas une autre ? Non, ça veut dire que celle-ci est terminée, ils vont en décréter une autre. S'il y en a une autre, ils ont encore 60 jours devant eux. Donc à la rigueur, en fait, ils se donnent de l'air pour une autre opération. Formidable, c'était ma question d'après. Est-ce qu'il s'offre du temps, effectivement, oui, bien Donald sûr. Trump ? Moi, je crois qu'on est rentré dans une phase extrêmement intéressante où on mélange en fait les menaces et puis on avance et on recule. C'est toujours comme ça d'ailleurs. Et le mot échec est beaucoup trop rapide. On verra s'il y a échec dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Aujourd'hui, on n'en sait strictement rien. Aujourd'hui, on est dans une phase, encore une fois, je pense que les Américains, ils essaient d'être attirants. On sait que depuis le 28 février, on sait que Trump, il veut arrêter, puisqu'il le dit quasiment tous les jours, que ça va s'arrêter, que ça se passe bien, que les Iraniens veulent discuter. Donc on est sur un modèle mou et un modèle dur. Le problème, c'est que les Iraniens n'envoient jamais de message positif. Jamais. Ça n'est jamais arrivé où en disant, ils disaient, voilà, c'est une bonne idée, on pourrait. Jamais. Au contraire, il y a distorsion à la tête de l'Iran. Mais on ne peut pas dire à l'heure où on parle que c'est un échec. J'en suis absolument convaincu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est plutôt malin de leur part, parce qu'on voit bien que l'opération Freedom était impossible à faire. Comment, mettre en place des escortes, vous avez en face un pays immense, mettre 3 bateaux dans le Golfe Persique, et comment empêcher, des attaques, quelles qu'elles soient, sur des bateaux. Alors on peut limiter, bien évidemment, mais on peut pas l'empêcher. Donc en fait, je pense qu'ils ont fait le constat de tout ça. Leur modèle dissuasif n'a pas fonctionné, parce que ce qui a pu fonctionner, c'est que les Iraniens disent, ok, ils mettent des gros bateaux dans le Golfe Persique. À ce moment-là, il y a un problème pour nous. Non, pas du tout. Ils ont continué à attaquer des bateaux de la gamme marchande qui passaient dans le Golfe Persique. Donc on voit qu'aujourd'hui, on est dans une phase de recul et d'avancer. Mais encore une fois, je pense pas que le mot échec soit le mot adapté pour cette première séquence. Mais je vous soumets une autre hypothèse. Le président américain se rend à l'évidence, il a sous-estimé les Iraniens, ce sera beaucoup plus compliqué que prévu, et il l'a compris dans la dernière ligne droite. Votre hypothèse que je vous soumets. Oui, mais il suspend tout ça aussi parce qu'il a des urgences internes. Il y a plusieurs choses. D'abord, la semaine prochaine, il est en Chine. Si le voyage est maintenu. Il peut pas arriver à Pékin dans une telle position de faiblesse. Donc ce que
disait Gwendoline à l'instant, c'est une sorte de suspension des opérations et ils se donnent de l'air pour, dans quelques semaines ou quelques mois, relancer les choses. Il faut, à l'intérieur du pays, aux États-Unis, lancer la campagne officiellement des midterms qui vont avoir lieu en octobre, avec pour l'instant des sondages qui sont catastrophiques pour les républicains. Donc il faut qu'ils redonnent un petit peu confiance, il faut qu'ils se concentrent sur la campagne intérieure américaine. Donc peut-être que tout ça n'est effectivement une sorte de brouillard militaire qui permet de suspendre les choses, et peut-être que ça va permettre des discussions, mais c'est ni un succès ni un échec dans la mesure où il y a pas de gagnant et il y a pas de perdant. La guerre, elle est en cours, elle est pas terminée. C'est pas parce qu'on déclare, souvenez-vous de George Bush sur le porte-avions annonçant en 2004 mission accomplie, qui était et ça les Américains s'en souviennent bien, et ça a duré ensuite 20 ans. Je viens vers vous, Elisabeth, mais d'abord la réaction du côté des Iraniens. Il faut qu'on regarde ce qui se dit. Ceux qui parlent de la retraite de Trump, ce sont les médias iraniens, les médias d'État. Et on a demandé à Siavash Ghazi, bien évidemment, qui est en ce moment à Tabriz, dans le nord-ouest du pays, comment réagit-on du côté de l'Iran face à la fin annoncée du projet Liberté et de l'opération Epic Fury d'une manière générale? Siavash Ghazi, correspondant France 24 RFI depuis l'Iran. Cette nouvelle reculade du président Trump n'est pas une surprise en Iran. C'est pas la première fois que le président Trump publie des tweets pour menacer l'Iran de destruction de sa civilisation ou de ramener l'Iran à l'âge de pierre. Et donc cette nouvelle reculade de la part du président américain n'est pas une surprise. L'Iran est très clair. L'Iran ne cherche pas la guerre selon les autorités iraniennes, mais veut avoir donc des garanties de non-agression de la part des États-Unis, mais aussi donc un contrôle total sur le détroit d'Ormuz désormais. Donc aucun navire étranger ne peut passer le détroit sans l'autorisation de l'Iran. Il faut aussi que sur tous les fronts, il y ait un arrêt de la guerre, ce qui veut dire que les Israéliens doivent également arrêter d'attaquer le Hezbollah et les régions à majorité chiite au Liban. Et autre condition pour l'Iran, c'est que aucun navire militaire américain ou israélien n'a le droit de traverser le détroit d'Ormuz pour aller dans le Golfe Persique. Ce sont les conditions iraniennes. Et Téhéran se sent assez fort aujourd'hui pour vouloir imposer ces conditions. Merci beaucoup Siavash Ghazi depuis l'Iran, depuis Tabriz précisément. Et regardez comme les Iraniens se moquent du président américain. L'ambassadeur iranien au Pakistan se moque de la décision du président Trump de suspendre l'opération Liberté avec ces mots chat échaudé craint l'eau froide. Ils ont raison d'être triomphants après tout les Iraniens ou alors attention en fait les Américains n'ont pas gagné mais n'ont pas perdu. Pareil du côté de Téhéran d'ailleurs. Justement les Américains n'ont ni gagné ni perdu. On a encore du temps et je pense que les Iraniens ont besoin de crier victoire aussi en interne. Il faut occuper le terrain, montrer qu'ils contrôlent encore le pays, que le régime est encore là. C'est très différent aux États-Unis et Gwendoline a très bien souligné. En interne, il y a des enjeux dans une démocratie légale que cette administration doit respecter notamment et donc ils doivent jouer un jeu qui les oblige, que ça soit Marco Rubio, on a entendu Peter Hegseth aussi devant le Congrès dire c'est fini, on passe à autre chose, parce qu'il faut jouer avec l'opinion publique, avec les statuts aux États-Unis, que les Iraniens n'ont pas besoin. C'est pas forcément un recul parce qu'il a peur, c'est un recul parce qu'il y a d'autres facteurs qu'on est un pays démocratique. Je rajouterais aussi, aujourd'hui, on a vu Arakchi ce matin à Beijing. Oui. C'est quand même quelque chose en Chine. Je pense qu'il y a aussi des pressions qui font, par ailleurs, avec cette visite aussi du président qui arrive, des pressions, que ça soit de la Chine, que ça soit du Pakistan, d'autres pays avec lesquels les États-Unis sont soit alliés, en tout cas ils discutent, qui rentrent dans la danse et qui font que ils mettent fin à cela. Je pense que les États-Unis réfléchissent beaucoup à ce qui va être la suite. Ça ne veut pas dire que les Iraniens ont gagné. Oui, ils pourraient fortement miser sur les Chinois qui ont un intérêt économique à ce que la situation se décoince dans le détroit d'Ormuz en particulier. On y reviendra un peu plus tard d'ailleurs. Gwendoline de Bono. Et les Iraniens, ils ont un sujet, c'est que Donald Trump n'a pas levé le blocus américain sur les ports iraniens. Et aujourd'hui, on est à
peu près, on est à 2 millions de rials pour $1. C'est-à-dire que la monnaie iranienne continue de se cracher quasiment. C'est 25% plus d'effondrement qu'en janvier. En janvier, vous savez, c'est ça qui avait déclenché la vague de manifestations. Donc ils ont des vrais problèmes économiques. Pour l'instant, ils n'ont pas de solution, parce que plus ils s'entêtent, ils se perçoivent depuis des années comme un pouvoir de nuisance. Très bien, ils continuent. Mais là, économiquement, ça va être compliqué. C'est pas une économie libérale, l'Iran. Donc il y a des fonctionnaires à payer, il y a des policiers à payer. Évidemment, les bassistes, les gardiens de la révolution, mais il y a aussi les employés du public à rémunérer. Ça, c'est difficile pour eux. Et c'est un régime qui marche par la peur et l'argent. À un moment donné, quand vous avez plus d'argent, ça peut aussi commencer à être compliqué en interne. C'est quelque chose que les Iraniens redoutent. Et preuve qu'ils n'ont pas non plus totalement confiance en leur base populaire. Je crois qu'Internet est toujours coupé partout en eux. Allez, nous accueillons sur ce plateau, pardonnez-moi, Jean-François Bureau. Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. Dans un instant avec vous, c'est juste ici que vous pourrez vous installer. Bonsoir à vous. Bonsoir ou bonjour, 17h10, bonjour. Dans un instant, le porte-avions français Charles de Gaulle se rapproche du détroit d'Ormuz. Pour quelle mission ? Pour quelle raison ? Pour escorter ? Pour frapper ? Nous vous dirons tout ce qu'il faut savoir de ce Charles de Gaulle qui est donc en approche du détroit d'Ormuz. La question se renforce aussi après ce qui s'est passé autour d'un navire français. Que s'est-il passé d'ailleurs ? Un navire français visé, touché par les Iraniens. Là encore, on va vous raconter toute l'histoire. Il était escorté par l'armée américaine. Est-il le symbole de l'échec de la stratégie Trump dans le détroit? Et avec vous, notamment également Jean-François Bureau, nous avons envie d'entendre votre réponse à cette question qui est centrale dans notre émission. Sommes-nous plus proches des bombes ou de la paix? On parle de paix, mais Trump prépare toujours la guerre. Vous verrez également l'armada américaine qui ne cesse de se renforcer et également à quel point la Chine, on le disait il y a quelques instants, peut être un alpha et un oméga de la situation. Vous voyez, c'est riche, c'est dense, c'est prometteur. Donc rendez-vous dans quelques instants. À tout de suite. Vous êtes toujours devant le grand dossier avec toujours cet enjeu, Iran, la paix ou le retour des bombes. On en parle avec mes invités, mais là c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité. Un nouveau cas d'hantavirus identifié, 3 malades évacués, des passagers confinés. Ils ne pensent pas que la situation soit synonyme de pandémie comme celle du Covid-19, dit le patron de l'Organisation mondiale de la santé qui tente de rassurer. Voilà pour cette déclaration. Le bateau, lui, il est toujours immobilisé au large du Cap-Vert ce mercredi. C'était une réunion qui était très attendue. À l'approche des vacances d'été, le gouvernement se réunit en ce moment avec les compagnies aériennes pour faire le point concernant l'approvisionnement des aéroports français en kérosène. Le ministre de l'économie, interrogé au Sénat il y a quelques heures seulement, s'est voulu rassurant. On a des stocks stratégiques, dit-il. Aujourd'hui, on n'y a pas touché du tout en ce qui concerne le kérosène. La Russie frappe l'Ukraine alors que le cessez-le-feu de Kiev a commencé. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir violé son cessez-le-feu unilatéral avec 108 drones et 3 missiles. Des frappes sur Kharkiv, Zaporijjia ou encore Soumy. Un bilan de 28 morts pour la seule journée d'hier. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Nous reprenons donc le fil de ce grand dossier. Iran, la paix ou le retour des bombes. Et donc toujours ravi d'en parler avec Elisabeth Shepard-Selam, avec Gwendoline de Bono, avec le colonel Père de Jong, avec Lucas Manger et avec vous, Jean-François Bureau. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. C'est précieux. Vous êtes ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. Donc je le rappelle à nos téléspectateurs, dans quelques instants, nous vous reparlerons du porte-avions français, le Charles de Gaulle, qui se rapproche du détroit d'Ormuz. Pour quelle mission? Pour escorter, pour frapper? On se posera toutes les questions. Mais je le disais, les interrogations, elles sont aussi renforcées par cette histoire. Un porte-conteneur de l'armateur français CMA-CGM a été attaqué. Des dégâts. On parle de plusieurs blessés. Il était pourtant sous escorte américaine. On va plus loin pour nos téléspectateurs ensemble. Lucas Manger, on va tout leur expliquer. Lucas, que s'est-il passé? On apprend que le bateau, je le rappelle, je le martèle, était sous escorte américaine quand il a été touché. Alors escorte, ça ne veut pas forcément dire que c'était une escorte maritime. Il y a un petit doute là-dessus, parce que les Américains ont aussi un système d'escorte par hélicoptère, c'est-à-dire qu'ils surveillent autour, ils survolent les bateaux. Il y avait un convoi de bateaux qui avait été, de bateaux commerciaux, qui avait été négocié pour passer, effectivement, on le voit ici, au nord d'Oman. Les bateaux ont été identifiés à Dubaï pour la dernière fois, à midi, et ensuite ils ont coupé leur transpondeur. C'est ce qu'on appelle les systèmes AIS. Du coup, ils deviennent invisibles sur les cartes marines. On le voit là, voilà, ils quittent de Dubaï. Et l'ensemble des bateaux, il y en avait entre 2 et 10, d'après les informations qu'on a aujourd'hui, qui ont eu cette autorisation de sortie sous escorte américaine. Et donc le bateau de la CMA-CGM, qui s'appelle le San Antonio, il est
il est là, on le voit ici, c'est un énorme porte-conteneur. Hein. C'est un équipage, donc un armateur français, CMA-CGM, un pavillon maltais, un équipage philippin. Et donc, si on en croit le récit et qu'on commence à avoir de plus en plus d'informations, à 2 heures après sa sortie du canal, tir de missile depuis la côte iranienne, et c'est à ce moment-là que le missile qui est tiré, missile un missile de croisière. Je cherchais le mot, c'est justement pas un missile balistique, un missile de croisière qui est tiré sur l'arrière du bateau. Et à ce moment-là, la salle des machines a été très sérieusement endommagée par ce missile. C'est pour ça qu'on a parlé d'un drone. D'après les informations que j'ai, seul un missile pouvait faire autant de dégâts. La salle des machines est complètement détruite sur le navire, et il y a eu entre 4 et 8 blessés, dont un blessé assez grave. Tous les blessés ont été évacués par hélicoptère et transportés vers des hôpitaux d'Oman. Et pour l'instant, le navire est ce qu'on appelle à la dérive, c'est-à-dire qu'il ne peut plus fonctionner. Donc il va être récupéré par d'autres bateaux qui vont probablement, mais là aussi ça représente un danger. Mais ce navire est aujourd'hui à la dérive. Quelques heures après ce tir de missile, Donald Trump a annoncé la fin de l'opération de liberté dans le détroit d'Ormuz. Merci beaucoup Lucas Manger, parfait. Jean-François Bureau, est-ce que pour vous, oui, ce navire, c'est le symbole de l'échec de la stratégie américaine dans le détroit d'Ormuz, et peut-être même plus globalement, mais ça vous allez nous le dire. Contrôler le détroit d'Ormuz, c'est probablement impossible, sauf avec des systèmes qui reviennent à un blocus, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui plus de 900 bateaux qui sont bloqués dans le détroit depuis 2 mois, qui ne peuvent ni sortir ni rentrer. Les Iraniens bloquent le détroit d'Ormuz autant que les Américains. Et donc, la vérité, c'est que aujourd'hui, la situation est figée. Je ne sais pas si c'est un échec américain, mais probablement un échec par rapport aux annonces qui avaient été faites par les Américains sur le thème « on va permettre », d'où l'intitulé de l'opération, « on va permettre la liberté de navigation ». Bon, on n'y est pas. On n'y est pas, et en vérité, je crois qu'aujourd'hui, il y a peu de marins ayant l'expertise de ce genre de situation qui pensent qu'on puisse débloquer le détroit d'Ormuz avec des moyens militaires. C'est par la négociation que ça pourra se faire. C'était un échec annoncé, en fait. C'était probablement une prétention inaccessible. Et effectivement, aujourd'hui, il est curieux que les Américains, mais d'ailleurs les militaires américains n'ont jamais montré une ardeur exceptionnelle pour aller dans le sens du discours du président. Donc, je pense qu'il y avait de l'affichage politique, il y avait probablement la tentation de laisser croire aux Iraniens qu'on allait changer dans la gamme des moyens mis en œuvre, on allait changer d'échelle. Bon, tout ça n'a pas abouti à grand-chose, sauf à un chaos assez considérable sur le prix du pétrole, sur l'inflation aux États-Unis, sur la situation en Iran. Et globalement, à 8 jours du sommet à Pékin, je crois que les Chinois n'ont jamais été dans une position aussi forte pour pouvoir jouer un rôle dans l'issue de cette crise. Je pense qu'il faut préciser pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité aujourd'hui que c'est un navire français qui a été touché, mais l'Élysée a fait savoir que ce n'était pas la France qui était visée, puisque comme le disait Lucas, il s'agissait d'un cortège de navires qui passait à cet endroit. Reste que, pensez-vous que si, dans les heures qui ont suivi, juste après cette attaque, Donald Trump a donc stoppé le projet liberté d'escorte de navires dans la zone, c'est parce qu'il a jugé, il a compris que les risques étaient trop élevés, des bénéfices trop peu élevés, en revanche avec des conséquences importantes sur les négociations en cours, et qu'il fallait donc, pour sauver ces négociations, en urgence stopper cette affaire. Je pense que par rapport à ce qui se prépare pour la semaine prochaine, aujourd'hui, je pense que tous les esprits ont en tête l'échéance de la négociation avec les Chinois et la rencontre de Xi à Pékin. C'est ça l'enjeu maintenant qui domine le reste. Et par rapport à cette échéance, arriver dans une posture un peu moins belliqueuse que ça n'était le cas la semaine dernière, c'est pas forcément une mauvaise posture. Mais pour autant, est-ce que ça va impressionner les Chinois ? J'en suis pas totalement sûr. Et par ailleurs, tout ça montre que l'Iran, qui joue avec le temps et qui pense pouvoir gagner sur le terrain de la guerre de longue durée, a peut-être un raisonnement qui effectivement sera probant.
Je me tourne aussi vers le colonel Père de Jong parce que la mer c'est votre domaine également, de par votre expérience professionnelle, la Bretagne également, mais c'est un autre sujet. Colonel Père de Jong, on est nombreux là. il y a comme un gant en breton, je vous l'accorde. Mais effectivement, ce sera l'objet d'une autre émission. Sur cette affaire, votre regard sur ce qui s'est passé, sur ce que ça symbolise de la fragilité de la situation, voire de l'échec de toute une stratégie. Alors, ce qui était assez ambigu, en fait, c'est l'opération Freedom a commencé il n'y a même pas une semaine. Comment avoir une lecture d'une opération en 3 jours, c'est presque impossible. Donc en fait, il s'est passé quelque chose. J'imagine que la fermeté iranienne a démontré aux Américains que l'opération militaire d'Ormuz était inutile. Probablement, évidemment, que la pression chinoise a dû jouer et toute une série d'autres critères. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment que les Américains considèrent que cette opération militaire était totalement décalée par rapport aux objectifs qui étaient de négocier avec les Iraniens dans le domaine du nucléaire. Point final. Donc, je pense encore une fois vraiment que les Iraniens ont envoyé des messages assez clairs aux Américains en disant de débrancher un petit peu et puis on verra plus tard. Alors je renverse la question. Là on a vu la question de l'échec de Trump. Mais est-ce que l'Iran a fait la démonstration encore une fois de sa puissance, oui, et de sa capacité à avoir la main. Et en plus quelques jours avant des discussions du côté de la Chine. Message extrêmement fort. L'Iran joue sur la tactique. Je pense qu'ils sont, évidemment, quand on regarde le rapport des forces sur le papier, ils sont beaucoup plus faibles, surtout avec les opérations qui ont eu lieu depuis plusieurs semaines. Néanmoins, ils sont persuadés que l'image des États-Unis dans le monde, l'enlisement de la situation, sont des facteurs qui leur profitent et effectivement qui les incitent à durer, à survivre. Je pense qu'ils vont pas lâcher dans la négociation leurs atouts. Ils sont dans le temps et dans le temps éventuellement long. Je me permets de vous faire un petit signe parce qu'à l'instant il y a une nouvelle déclaration de Donald Trump qui vient de tomber. Vous me direz il y en a régulièrement, mais là il dit que la guerre contre l'Iran a de très bonnes chances de se terminer. Mais ce qui m'amène à la question suivante. On a parlé dès le début de l'émission de cet accord qui serait sur la table avec des termes assez précis, des termes de discussion avec les Iraniens. Vous croyez, vous, à la possibilité d'un accord? Et si oui, ce qui émerge depuis quelques heures vous semble être un bon ou un mauvais accord? Avoir un accord, vous savez, l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, ça a duré des mois. Quelqu'un tout à l'heure rappelait que la négociation sur le Vietnam a duré 10 ans. Bon, et je pense qu'effectivement les Iraniens ils sont dans des échelles de temps extrêmement longs. Par ailleurs, le vrai problème de lisibilité de la stratégie de Trump, il est aussi dans l'accumulation de décisions et de déclarations qui se contredisent d'un jour à l'autre. Et ça démonétise l'ensemble de ces discours. Pourquoi croire aujourd'hui plus fortement l'imminence d'un accord que le risque de la guerre avant-hier? Je pense qu'il y a de ce côté-là une perte de crédibilité qui est considérable et dont les Iraniens profitent, même s'il n'y a pas de négociation sur le fond. Donald Trump dit donc à l'instant la guerre a une bonne chance de finir. Alors, je rappelle qu'il y a quelques heures, il disait que c'était la paix ou les bombes, et des bombes beaucoup plus durement que par le passé. Encore une fois, le chaud, le froid, on va pas se refaire cette histoire-là. Mais après tout, est-ce que Donald Trump n'a pas prouvé ces dernières heures, Gwendoline, Elisabeth, que en fait, il ferait tout pour éviter la guerre. Des destroyers ont passé la zone d'Ormuz, mais sous le feu iranien. Pas de réaction. Les Émirats ont été touchés. Ah non, ce n'est pas une violation du cessez-le-feu. Pas de réaction. Il nous donne lui-même une information. À 111 reprises, les navires américains ont été ciblés, les missiles arrêtés, mais ont été ciblés. Pas plus de réaction que ça, parce que de toute façon, il est coincé. Il peut plus y aller militairement parlant. Il peut plus. Moi, je m'inquiéterais plutôt du manque de réaction américain jusqu'à maintenant. Effectivement, les Iraniens ont pris le risque de frapper Fujairah, de frapper d'ailleurs le plus souvent les Émirats, ce qui est un risque assumé de nous. Ok, on est prêt à reprendre la guerre. Pour l'instant, il n'y a aucune réaction américaine. Le général Dan Kane hier a pris soin de rappeler toutes les capacités, tout l'historique de la 82e aéroportée. On est, pour moi, peut-être que je me trompe, mais dans une situation d'attente, et je vois mal
sauf si les Iraniens capitulent, rendent l'uranium enrichi, arrêtent d'enrichir de l'uranium, j'en doute. Mais on est plutôt dans une situation d'attente. L'armada américaine, elle est toujours là. Elle n'a pas fait a priori demi-tour. Il faut se souvenir d'un événement qui s'est passé en Irak. À l'époque, c'était Qassem Soleimani, le chef de la force Al-Quds. En fait, il avait fait une réunion en octobre où il avait dit maintenant, on va s'en prendre aux bases américaines dans la région. Il y avait des attaques qui avaient commencé sur les bases américaines, qu'il avait lui-même ordonné. Et puis, 2 mois plus tard, en janvier, Donald Trump, premier mandat, avait donné ordre de l'assassiner. Donc, je pense qu'il faut quand même s'attendre à une réaction américaine avec ce président qui assume le rapport de force. Eh bien, c'est ce qu'on appelle dans notre langage un teasing, puisqu'effectivement, dans quelques instants, on va voir que du côté militaire, en fait, les Américains continuent de préparer la guerre alors qu'ils parlent ces dernières heures beaucoup de paix. Mais d'abord, à 17h30, on voulait s'arrêter sur cette information de la journée également. C'est le porte-avions Charles de Gaulle qui, en ce moment même, se rapproche du détroit d'Ormuz. Et Charles Lignurel, reporter TF1 chargé de défense, qui connaît par cœur ce Charles de Gaulle, puisqu'elle était sur ce Charles de Gaulle au moment où il a été déployé. Vous allez nous expliquer, Charles Lignurel, merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau. Vous allez nous expliquer ces toutes dernières informations. D'abord, le Charles de Gaulle, où se trouve-t-il précisément à cette heure? Alors, je ne sais pas si on va avoir des cartes. Vous voyez déjà le Charles de Gaulle en train de passer le canal de Suez. Le Charles de Gaulle est déjà passé par le canal de Suez, donc il a déjà fait un certain nombre de kilomètres. Vous le voyez, il est parti en réalité un peu plus haut de Crète. Il est passé par le canal de Suez. Il est actuellement en mer Rouge et il attend pour se diriger vers le golfe d'Aden pour ensuite pouvoir naviguer dans cette zone derrière. On sait très bien que le Charles de Gaulle, parce que une petite précision Amélie, c'est que le Charles de Gaulle, à chaque fois on voit le mastodonte, en réalité le Charles de Gaulle c'est surtout le groupe aéronaval, c'est-à-dire des frégates, un ravitailleur, un sous-marin qui l'accompagne, et c'est ce qui fait que le Charles de Gaulle n'est pas vulnérable lorsqu'il passe par exemple dans ces endroits qui sont tout de même un peu risqués. Donc il arrive sur zone, pour quelle mission ? Eh bien, sa mission, ça va être, alors pour l'instant, c'est un prépositionnement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on met en avance de face ce groupe aéronaval très loin des côtes, évidemment, pour que s'il y ait une décision, s'il y a des garanties de sécurité pour pouvoir entrer dans le détroit d'Ormuz, le Charles de Gaulle, qui lui ne rentrera jamais dans le détroit d'Ormuz, puisse assurer une coordination, parce qu'il y a une coalition dont la France est à la tête avec le Royaume-Uni, pour pouvoir assurer, si jamais il y a la paix qui est décrétée, s'il n'y a plus de guerre, assurer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Alors, sa mission, finalement, on la connaît que très peu, c'est-à-dire assurer la liberté de navigation, accompagner par exemple des navires commerciaux pour simplement aller faire leur objet de commerce, pouvoir procéder à des évacuations s'il y avait quelque chose qui se passait mal. Bref, on est sur des organes de surveillance. La seule chose à savoir, c'est que pour avoir un organe de surveillance de cette manière-là, il faut d'abord qu'il y ait un accord de paix et surtout qu'il y ait de garanties de sécurité, que les navires qui procèdent à cette mission-là ne soient pas attaqués. Merci. Elle est formidable, non ? Lignurel, merci beaucoup. Je vous en prie, rejoignez-nous sur ce plateau. Jean-François Bureau, je rappelle que vous êtes ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. Quand la France envoie son porte-avions Charles de Gaulle, elle implique que la France ? Elle implique plus que la France ? Et quel est le message qui est envoyé ? Non, en l'espèce, il est très clair que ce mouvement du Charles de Gaulle, il s'intègre dans les discussions qui ont déjà débuté, ça a été rappelé, avec les Britanniques et avec, je crois, une 50aine d'autres pays, pour proposer des solutions de sécurisation de la région une fois un cessez-le-feu établi. Donc je crois que le Charles de Gaulle, il démontre, sa présence va démontrer la pérennité de l'engagement de la France et de ses partenaires, notamment européens, pour assurer la circulation et la liberté de navigation dans la région. Mais c'est quand certains termes seront respectés, appliqués, quand la situation se sera apaisée. Encore une fois, il faut rappeler qu'on n'est pas dans l'immédiateté. Le porte-avions n'arrive pas. Dans tous les cas, il s'agit d'agir dans un cadre sécurisé par un accord de cessez-le-feu. Allez-y, colonel. Il y a 2 points qu'on peut rajouter en complément de ce que vous venez de dire. C'est il y a une mission européenne qui est actuellement en place, qui s'appelle Aspides, qui est en mer Rouge, donc qui préexiste. Et puis le 2e point, on a une base qui s'appelle Djibouti, qui est extrêmement importante. Et j'imagine que le porte-avions va s'arrêter quelques jours pour faire des recomplètements, des relèves, etc., parce que ce porte-avions est en mer depuis, je crois, début février. Il a fait la manœuvre Orion, il est parti, en Norvège, et il est redescendu. Donc il se fait un certain temps. Donc vous allez voir que
la base de Djibouti, on va l'avoir joué un rôle fondamental dans le dispositif. Alors c'est vrai que le porte-avions, on était d'ailleurs sur le porte-avions lorsqu'il a changé de cap, on était en effet en mer du Nord, puis on s'est dirigé vers la Méditerranée orientale. Donc ça fait un certain nombre de semaines, de mois maintenant qu'il est en navigation. Ce qui s'est passé, c'est que tout cela, c'est militairement millimétré. Il y avait en prévision, il y avait des discussions qui étaient déjà engagées. Donc le porte-avions a fait un arrêt, par exemple en Crète, où il y a eu les procédures de maintenance. Il était à quai en Crète. C'est très rare qu'on mette un porte-avions à quai comme ça, parce que c'est le moment où il est le plus vulnérable. Et donc c'est ensuite qu'il a pu se diriger vers le canal de Suez. La région est quand même tendue, donc il est peu probable que le porte-avions soit à quai à un moment donné quelque part. Le but, c'est qu'il soit vraiment toujours en mouvement dans une zone très grande. Alors justement, vous le dites, la zone et la région et la situation, tout ça est extrêmement tendu. Est-ce qu'on peut exclure, alors je sais, je vais verser un peu dans le catastrophisme, mais peut-on exclure que le porte-avions soit impliqué, soit dans une action défensive, soit dans une action offensive, parce que présent dans la région? Défensive, il l'est déjà. C'est d'ailleurs les mots utilisés par le président, le chef des armées, Emmanuel Macron, qui disait le porte-avions, le groupe aéronaval est là pour une mission défensive. Ensuite, sur ce qui peut se passer, le risque est extrêmement limité que le Charles de Gaulle soit visé. On ne peut jamais exclure cela, évidemment, mais tout le principe du groupe aéronaval, et je retiens ce mot, c'est-à-dire les frégates qui sont autour, les sous-marins, font que ça détecte, c'est comme une bulle qui est mise autour du Charles de Gaulle, et la moindre menace qui arrive est abattue immédiatement. Il n'y a jamais de risque zéro. On le sait, les pays, les armes sont en permanence dans des bonds technologiques, c'est ce à quoi on assiste, et le risque est très limité. Est-ce qu'il y a un scénario dans lequel il passe en version offensive ? C'est pas prévu. Le chef des armées l'a redit, défensif. On imagine mal, parce que finalement cette mission, si elle est prévue, c'est justement parce que la France, le Royaume-Uni et les dizaines de pays qui seront dans cette coalition ne sont pas belligérants dans cette guerre. Et cela ne fonctionnerait que si ces pays-là restent en dehors de la guerre. Si un des pays rentre dans la guerre, alors on ne peut pas imaginer un détroit sécurisé par des personnes qui deviennent belligérants dans cette guerre. Jean-François Bureau, est-ce que ça vaut soutien aux États-Unis, soutien militaire, diplomatique et stratégique? Non, ça vaut d'abord par l'initiative que ces pays, et notamment les Britanniques et les Français, donc les Européens, prennent pour proposer des solutions de sortie de crise et de sortie de guerre. Je pense que c'est, on le disait tout à l'heure, ça peut être dans l'intérêt des États-Unis, c'est surtout dans l'intérêt de la région. Et aujourd'hui, je pense que les Émiratis, les Saoudiens, le fait que le canal de Suez ait été franchi par le porte-avions signifie simplement que les Égyptiens ont donné leur accord. Oui. Sinon, ça ne se serait pas produit. Donc, il y a un environnement de la région qui peut être attentif à ce que cette initiative signifie, et il voit de l'intérêt, bien sûr. Elisabeth Shepard-Selam. Surtout, pour cette question sur est-ce que ça porte, on va dire, secours aux Américains. Aujourd'hui, on le sait, de côté américain, c'est pas du tout vécu en tant que tel, et au contraire, les Français comme les Européens sont assez critiqués. Le président français a été très clair sur le soutien, à la fois, aux accords de défensifs qu'a la France dans cette partie du monde, et c'est vu, je pense, même de côté des Américains comme pas assez, mais effectivement c'est fait pour être circonscrit dans une situation, entre guillemets paix, en tout cas un cessez-le-feu très clair, où la France ne se mette pas justement en danger par rapport notamment aux Iraniens. Lucas ? Le but, c'est aussi de montrer à tous les armateurs, parce qu'il y a la question des armateurs de tous les bateaux qui sont coincés dans le détroit d'Ormuz, que leur situation est prise en compte. C'est-à-dire que ça va pas se faire tout de suite. Et le message aussi politique qu'envoie le Charles de Gaulle en étant sur la zone, c'est on vous laissera pas tomber. Parce qu'avec ce qui s'est passé hier, dont on parlait avec le San Antonio, il est écrit contribuer à la réassurance des acteurs du commerce maritime dans le communiqué de l'Inde. C'est aussi un des rôles de la Marine nationale, d'assurer la libre circulation du commerce mondial. C'est le rôle de la Marine française, comme de la Marine britannique ou américaine. Ça fait partie des missions d'assurer le fait que les bateaux puissent circuler. Or, en ce moment, il y a plusieurs centaines de bateaux qui sont coincés dans le détroit d'Ormuz. Et ce qui s'est passé, dont on parlait tout à l'heure avec le San Antonio, c'est des décisions que prennent les armateurs et les assurances de ces navires. C'est pas une armée qui leur dit allez-y, vous
pouvez franchir. À un moment, c'est des discussions entre armateurs et effectivement l'armée américaine qui dit voilà, on peut essayer de faire une escorte, on va essayer de faire un convoi de bateaux. Ça n'a pas fonctionné, un bateau a été attaqué, donc tout le monde se replie. Là, il n'y a plus un armateur qui va tenter, dans les heures qui viennent en tout cas, de faire sortir un navire, quelle que soit la route au nord, au sud du détroit d'Ormuz, parce que c'est trop risqué. En revanche, la présence du porte-avions et du groupe aéronaval dans la région, ça veut dire on est là au cas où, et un de ces quatre, on va essayer de vous faire sortir de là. Vous savez, la marine, c'est de la gesticulation. Donc, du point de vue militaire, ça veut dire que la France. Que certains de vos collègues vont apprécier. C'est un mot qui est totalement admis par le. D'accord, pardon, parce que nous, c'est pas notre vocabulaire. C'est pas une originalité que je viens de dire. Nous, on dit que ce sont des tonnes de diplomatie. Ça, c'est une autre manière. J'ai pas redit. Non, la gesticulation, c'est vraiment une attitude. Et la marine, elle dit montrer le drapeau, montrer le fanion, montrer l'étendard. La France est présente. En fait, elle est en mouvement. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que l'armée française diffuse des images. Et vous en avez autant que vous voulez. Première chose. Donc il y a un message, je dirais, qui est la France revient dans un dispositif. Et là, je vous rejoins à 100%. Il y a un deuxième message qui est induit, qui est très intéressant, que Jean-François Bureau vient de dire à l'instant, c'est la relation de la France avec le Moyen-Orient. On voit qu'il y a une vraie question autour de la relation des États-Unis avec le Moyen-Orient. Et là, quelque part, on se repositionne. Je ne sais pas où on va. On va, en tout cas, vers le sud. Hein. On se dirige vers le golfe d'Aden. On descend tranquillement. Mais on affirme quelque chose. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et je trouve que c'est formidable de voir ce moment décisif où en fait les Américains seraient peut-être prêts à nous laisser jouer un rôle, encore une fois dans une situation un peu plus apaisée. Mais la question qu'on ne s'est pas posée, c'est comment ça peut être perçu par les Iraniens. Et vous savez qu'à chaque fois qu'on parle de nos intérêts qui sont mobilisés dans une situation de guerre, la question se pose, souvent chez nos téléspectateurs, de savoir à quel point ça nous met en risque, nous. Si la situation se corse à nouveau, et l'expression est faible, on peut être visé, on est dans le secteur, on est considéré comme co-belligérant par les Iraniens ? On peut être considéré comme co-belligérant, mais aujourd'hui, on a un désaccord de partenariat stratégique avec les Émirats. On est très actif pour essayer de faire en sorte que la situation au Liban s'améliore. On est très proche des Égyptiens par ailleurs pour des tas de sujets. Donc c'est vrai que les alliances de la France dans la région, elles sont avec des gouvernements sunnites, pour dire les choses très simplement. Bon, l'Iran n'est pas pour autant l'ennemi de la France, même si le programme nucléaire iranien, les activités de missiles balistiques, le Hezbollah au Liban, tout le monde, et en particulier Paris, considère que l'Iran joue un rôle de déstabilisation depuis des années dans la région. Et donc c'est ce problème-là qu'il faut régler, plutôt par la négociation si on en est capable et si les Iraniens veulent bien comprendre que c'est aussi dans leur intérêt. Gwendoline de Bono. Après, il ne faut pas non plus oublier qu'au début du conflit, un militaire français qui est mort, Arnaud Frion, qui était en mission à Erbil, du 7e bataillon de chasseurs alpins, par une frappe de drone de milices chiites pro-iraniennes, qui n'avait pas directement revendiqué, mais ce qui avait été communiqué par l'ensemble de ces milices, c'était que la France avait déployé le Charles de Gaulle, alors même que le président français avait dit qu'il était dans une posture purement défensive. Donc, en fonction des événements, les Iraniens savent aussi très bien trouver des prétextes pour engager le feu. J'imagine, Charlie Nurel, que la France assume le risque inhérent au fait d'envoyer le porte-avions dans la région et donc apparaître comme une cible pour les Iraniens. Complètement. Alors le porte-avions reste encore une fois assez loin quand même des côtes. Donc la seule manière pour que cette mission se fasse vraiment, c'est qu'il y ait des garanties de sécurité. Franchement, on imagine qu'on est quand même assez loin de la mission là pour le moment. C'est simplement qu'on se positionne. Si jamais l'ordre est donné, on est capable de réagir en une journée. Mais le porte-avions reste loin. Comme dit Gwendoline, le porte-avions est là depuis maintenant un petit moment. Si un groupe pro-iranien voulait s'en prendre à la France, il pourrait le faire de cette même manière. Mais aujourd'hui, peut-être information assez que j'ai trouvé intéressante dans ce qu'on m'a donné, c'est que dans la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, les armateurs, ces bateaux ont des assurances. Et en fait, cette mission aurait un organisme dans lequel tous ces bateaux, les assurances auraient confiance. En fait, il y a aussi une grosse question économique autour de cela, c'est-à-dire que ce serait un organisme désigné avec des pays qui ne prennent pas part à cette guerre, et c'est pour cette raison qu'on enverrait ces pays-là dans cette mission-là. Donc moi j'ai trouvé ça intéressant, et c'est pour cela que la France a tout intérêt à rester en dehors de cette guerre.
Merci beaucoup Charline Huren, c'était précieux de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle que Charline était il n'y a pas si longtemps sur le Charles de Gaulle, au moment d'ailleurs de son déploiement. On était en direct avec vous. Merci beaucoup. Merci. Pour l'éclairage, Charline Huren, c'est pas du tout fini du côté du grand dossier. On revient sur cette phase offensive qui serait terminée. Les mots de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain hier, qui annonce que la phase offensive, vous savez, l'Epic Fury, serait terminée. Mais est-ce reculer pour mieux frapper? Gwendoline de Bono a commencé à mettre le sujet sur la table il y a quelques instants. On réécoute les mots de Marco Rubio. On en reparle juste après. L'opération Epic Fury est terminée. Nous avons atteint les objectifs de cette opération. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'opération? C'est pas si simple. Ça veut dire qu'ils ne vont plus frapper? C'est pas si simple. Surtout que jusqu'à la dernière minute, eh bien, les Américains se sont renforcés militairement encore dans la zone. Sonia Dridi, merci beaucoup d'être avec nous en direct une nouvelle fois depuis la Maison Blanche. Sonia, que font-ils comprendre des mots de Marco Rubio, sachant que, je rappelle qu'on a eu quand même 3 ambiances différentes entre Pete Hegseth sur les opérations lancées, Rubio qui annonce Epic Fury terminé et Donald Trump qui annonce la fin du projet Liberté terminé aussi. C'est terminé, c'est fini la guerre du côté des Américains? Alors, on a quand même l'impression d'un Donald Trump tellement pressé d'obtenir un accord, d'afficher une victoire, quelle qu'elle soit, devant sa population, eh bien, qu'il multiplie les gestes envers l'Iran, même s'il continue de brandir la menace des bombardements, et il change aussi rapidement d'avis. Je dois vous dire qu'hier, il y a eu beaucoup de surprises à Washington lorsqu'il a annoncé la suspension du projet Liberté, parce que 2-3 heures avant seulement, dans cette salle de presse, on avait écouté Marco Rubio vraiment s'étendre sur cette nouvelle phase du conflit avec ce projet de liberté. Il insistait la nouvelle phase défensive. Le chef du Pentagone, un peu plus tôt, avait également beaucoup parlé de ce projet liberté. Mais que ce soit le secrétaire à la défense, le secrétaire d'État ou le président, depuis le début de la semaine, on a aussi des responsables de cette administration qui assurent que le cessez-le-feu n'est pas terminé malgré les tirs iraniens contre des navires américains. Donc on a l'impression d'une administration qui donne encore une nouvelle chance à l'Iran. Le président américain qui vient de déclarer à une journaliste de PBS qu'il pensait qu'il y avait de bonnes chances de conclure un accord, même si il reste prudent. Et il a, selon une source régionale citée par CNN, eh bien Donald Trump serait en train de simplifier les points pour un accord, pour tenter de ramener les plus modérés à la table des négociations. Merci infiniment Sonia Dridi depuis la Maison-Blanche. Donc les Américains, par la voix de Marco Rubio, annoncent que la phase militaire offensive est terminée. Mais là encore, vous l'avez compris, il est permis de douter du fait que l'opération militaire soit terminée quand on voit l'armada renforcée jusqu'au bout. Là, c'est le colonel Perdeillon qui m'accompagne. Colonel, on parle de paix. Mais Donald Trump prépare toujours la guerre. Racontez-nous comment cette armada s'est renforcée encore. En fait, ça n'a pas arrêté. Je veux dire que les décisions politiques de hier et d'avant-hier confirment, enfin, n'ont pas changé le dispositif militaire qui est extrêmement important. Très concrètement, on voit un porte-avions derrière nous. Il y en a 2, il y a 2 groupes aéronavals. Ça reste une puissance de feu majeure. Et que je sache, le président américain n'a pas annoncé le départ. Et on voit ce dispositif qui est extrêmement important avec les 2 groupes aéronavals et surtout également avec des éléments du corps des Marines, avec l'USS Boxer et l'USS Tripoli. Donc vous avez 2 fois 2500 hommes qui sont à bord des bateaux. On les voit s'entraîner, ils s'entraînent. Donc en fait, ils sont prêts. Donc la force, la force mobile, ce qui est en mer, ce qui est prêt à intervenir, encore une fois, est en situation littéralement intacte. Donc enfin, il y a un outil qui est puissant. Et puis quand on veut négocier ce que veut faire le président Trump, on sent bien que quelque part, il faut que le gros bâton existe toujours, parce qu'il ne pourra pas être humilié par une opération quelle qu'elle soit iranienne. Donc il faut qu'il y ait un retour. Donc là, il attend un retour des Iraniens. S'il l'a pas, il continue de se présenter, je dirais, de façon consistante, pour faire court. Et eux sont même prêts à sauter. Des parachutistes de la 82e division aéroportée de l'armée américaine. Et c'est Dan Kane, le chef d'état-major des armées, qui en a parlé encore hier. Regardez. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des parachutistes de la 82e division aéroportée de l'armée américaine. Si le président a besoin d'une puissance de combat immédiate et redoutable, ils répondront à l'appel. La 82e division est notre force de réaction rapide et est prête à se déployer en quelques heures. Ces parachutistes sont capables d'accomplir n'importe quelle mission dans n'importe quel environnement. Ils s'entraînent sans relâche et sont toujours prêts à sauter depuis des avions pour engager le combat au sol et s'emparer de positions stratégique si l'ordre leur en est donné. On me fait savoir à l'instant que Benyamin Netanyahou est en ligne avec le président américain, donc on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Colonel, je reviens vers vous. On a constaté aussi d'importants renforts matériels
tout au long de ces derniers jours. Alors ça, c'est l'indicateur le plus important parce que la force aéronavale préexiste, les Marines existent, la 42e Airborne existe, ils sont là depuis plusieurs semaines. Par contre, les renforcements, c'est du mobile, c'est du mouvement. Donc il y a plusieurs niveaux. Il y a les renforcements, la logistique majeure actuellement des États-Unis, principalement en Israël, puisque l'aéroport Ben Gurion aujourd'hui, c'est une espèce de grand centre de transit avec des moyens à roues, je connais bien l'armée américaine, hein, vous avez les 15 mètres de haut, 30 mètres de haut de containers, vous avez des grues partout, de fou. Donc encore une fois, on peut considérer que le mois d'avril a été utilisé par les Américains pour se renforcer massivement et pour être prêt éventuellement à répondre à une reprise des combats. Merci beaucoup, colonel, c'était très clair. Jean-François Bureau, je le disais, Marco Rubio dit que l'opération Epic Fury est terminée. Est-ce à dire pour autant qu'on est plus près de la paix que des bombes ou inversement ? Non, je crois que dans les paramètres qui guident le président, parce que en vérité, l'entourage et les ministres eux-mêmes doivent trouver leur place. Mais dans ce qui guide l'action de Trump, il y a plusieurs paramètres, et notamment des paramètres internes. Bon, en termes de popularité, ça a été évoqué évidemment depuis 2 mois. Toutes les opérations menées par le président Trump sont perçues de façon de plus en plus négative. L'inflation est vraiment l'obsession des Américains aujourd'hui, et tout cela n'a fait que renforcer l'inflation. Et aujourd'hui, l'échéance, pardon parce que je me répète, mais l'échéance, elle est à 8 jours dans l'esprit de Trump. C'est quelle est la meilleure posture pour moi pour arriver à Pékin dans une capacité à faire jouer aux Chinois un rôle utile. Un rôle utile de pression sur les Iraniens. Tout ça est très difficile et incertain en vérité. Et donc, effectivement, que Trump se ménage une solution de reprise d'hostilité, c'est fort possible, parce que l'état de la négociation, personne ne sait vraiment ce qu'il en est. Et en réalité, peut-être que la négociation à la Trump, comme on l'a connu sur d'autres sujets, pour l'instant, c'est pas grand-chose. Pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission, Gwendoline de Bono, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi il ne faut pas prendre comme un point final les propos de Marco Rubio ? Vous nous disiez tout à l'heure, pourquoi dire que cette opération était terminée ne voulait pas dire qu'on pourrait en déclarer une autre à tout moment ? Parce que l'administration américaine devait passer devant le Congrès, parce que ça fait un peu plus de 60 jours que cette opération est engagée, donc il faut passer devant le Congrès. Or, Marco Rubio dit cette opération, Epic Fury, elle est terminée, elle est finie. Donc, il n'y a pas besoin de passer devant le Congrès. Ça s'appelle contourner un peu le Congrès par ailleurs, mais en tout cas, c'est la stratégie choisie par l'administration américaine, ce qui fait que si les Américains relancent une autre opération ce soir, demain, après-demain, qui a un autre nom, aux yeux de l'administration américaine, ils ont à nouveau 60 jours, en réalité 60 jours plus 30, mais on ne va pas rentrer dans les détails, donc ils se redonnent de l'air, en tout cas dans le cadre juridique américain. Donc la probabilité d'une guerre à plus large échelle encore, puisqu'il promet également des bombes plus intensément si tout échoue, Donald Trump, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, et notre contournement du Congrès a eu lieu à travers des ventes de munitions, notamment au Qatar, aux Israéliens et aux autres pays du Golfe, à travers une déclaration d'urgence. Donc ils n'ont pas voté au Congrès, mais l'exécutif a envoyé notamment des munitions pour se protéger. Donc on peut imaginer qu'ils se préparent aussi à cette éventualité en protégeant aussi ses alliés, non seulement Israël, mais aussi des pays du Golfe qui pourraient être visés, comme on l'a vu même ces derniers jours. Les opérations de contournement du Congrès dont parlait Gwendoline tout à l'heure, elles ont quand même un peu agacé au Congrès. Donc Trump est prudent aussi. C'est dans un très rare communiqué commun, les présidents des commissions des forces armées du Sénat et de la Chambre, alors c'était pas sur l'Iran, mais ont vertement reproché à Donald Trump son annonce de retrait de 5000 soldats d'Allemagne sur un autre dossier, mais qui est quand même lié aux affaires militaires et très sensible. Et ce communiqué dimanche après-midi publié aux États-Unis, ce sont 2 républicains, j'ai oublié de préciser, des républicains très pro-Trump, enfin qui sont pas du tout de la branche MAGA, mais qui sont des républicains durs. Donc il y a quand même aussi aux États-Unis des tensions qui montent au sein du Parti républicain, au sein des commissions des forces armées, qui peuvent être des points de blocage gigantesques. Donc, ils contournent, mais en contournant, s'ils faisaient cette opération dont parlait Gwendoline, ils risquent quand même de se mettre en danger politique aux États-Unis. Alors, une information, je le disais il y a quelques instants, qui vient de tomber en ce moment même. Le Premier ministre israélien est en ligne avec le président américain Donald Trump. C'est très important. Mais ça l'est d'autant plus puisque l'armée israélienne, quelques minutes avant le début de cette émission, s'est dite prête à reprendre une opération forte et puissante en Iran. La question qui monte depuis quelques heures, c'est de savoir si Israël serait prêt à reprendre des raids massifs
et sans le président américain s'il s'arrêtait en quelque sorte au milieu du gué. Bethsabée Salem depuis Tel Aviv. Eh bien, je vous rassure, ici aussi en Israël, on a du mal à comprendre Donald Trump. C'était d'ailleurs l'un des grands titres ce matin d'un des principaux sites d'information. Et vous avez cet après-midi, en revanche, comme si de rien n'était, eh bien le chef d'état-major, Eyal Zamir, qui s'est adressé à ses troupes. Alors, il était au sud Liban, mais il a parlé de la situation en Iran. Et il a affirmé, eh bien, qu'il y avait en Iran, je cite, des cibles prêtes à être attaquées, que l'armée était prête à lancer une attaque de grande d'envergure, pardonnez-moi, ou encore que cette attaque permettrait d'affaiblir davantage le régime iranien. Donc il y a carrément un décalage, on le voit bien, entre ces déclarations belliqueuses, en tout cas déterminées, et puis ces rumeurs, bien sûr, d'avancées dans les négociations entre Washington et Téhéran. Et en fait, ça pourrait être expliqué par le fait qu'il y a eu apparemment pas mal de surprises à Jérusalem dans les dernières déclarations de Trump. À Jérusalem, on pensait que Trump était plus près d'une escalade que d'un accord. Et bien sûr, toute cette situation est suivie de près ici avec pas mal d'inquiétudes parce que même s'il y a peu d'optimisme ici quant à la possibilité d'un accord, l'idée qu'il puisse avoir un mauvais accord, c'est-à-dire qu'il ne réglerait pas la question du nucléaire, ça voudrait dire qu'Israël se retrouverait seul face à cette menace du nucléaire, mais aussi les mains liées, puisque s'il y a un accord entre Washington et Téhéran, c'est évident qu'Israël ne pourrait plus mener d'attaque contre les territoires iraniens. Merci beaucoup. Merci Bethsabée Salem depuis Tel Aviv. Déjà quelques heures avant, Israël se disait prêt à déployer toute l'armée de l'air contre l'Iran si nécessaire. Jean-François Bureau, imaginez-vous Israël prêt à reprendre les raids massifs si Trump n'y retourne pas? Les Israéliens ont pris l'initiative au mois de juin l'année dernière, éventuellement contre les Américains. Et la campagne aérienne, elle a été enclenchée par les Israéliens. Il y a donc eu, je pense, une forme d'autonomie dans l'appréciation des risques et l'appréciation de la situation de la part des Israéliens qui reste grande. Par contre, là aussi, à 10 jours d'un rendez-vous majeur à Pékin avec Xi, faire monter le risque d'un réengagement militaire et des Israéliens et des Américains, c'est de bonne posture, si j'ose dire. Dans une négociation, il est bien évident qu'il faut aussi montrer ou affirmer qu'on a la force et la détermination si on veut qu'il y ait des concessions en face. Toute la question est de savoir si les Chinois parviendront à faire pression sur les Iraniens. C'est pas si sûr. C'est pas si sûr parce que la discussion de février qui avait lieu au Pakistan, elle devait déjà atteindre cet objectif. Il n'a pas été atteint. Bon, donc montrer la force et affirmer la volonté de s'engager, c'est dans une posture de négociation, je pense, assez logique. Elisabeth Shepard-Selam. Alors, la première chose, au mois de juin, on l'a vu, par exemple, Donald Trump dire 10 jours, il avait donné 10 jours, je crois, de discussion, et au bout de 48, on a vu les Israéliens frapper. Alors, c'était clairement, on va dire, organisé, il y a eu une discussion sur le sujet. On peut imaginer aussi qu'il utilise Israël un peu comme un outil. Il faut se rappeler, et les Émiratis l'ont dit la même chose que les Israéliens, si il n'y a pas un accord aussi, tout ce qui est balistique, tout ce qui est proxy, ça implique aussi tous les pays de la région, et donc il faudrait peut-être y retourner. Et il y a une inquiétude dans cette partie du monde aujourd'hui que les Américains négocient un accord qui, en fait, les met pas en sécurité. Ouais. Et ça, c'est une véritable inquiétude. Et donc, on voit Israël rappeler aussi ces réalités qui ne sont pas les réalités de Donald Trump et ne sont pas la réalité des Américains. Oui, colonel. Oui, et puis concrètement, Israël a des échéances électorales de très court terme, et j'imagine que Netanyahou n'a pas du tout envie, en fait, de se retrouver avec une situation apaisée au Moyen-Orient. Il a besoin absolument que son armée soit à l'offensive, en tout cas qu'elle soit active, parce que je pense que l'opinion publique israélienne reprocherait en fait à Netanyahou une forme d'échec. Donc il peut pas trop reculer. Donc c'est compliqué pour les Israéliens aujourd'hui. Ouais, allez-y. Benjamin Netanyahou a quand même construit l'essentiel de son retour dans la vie politique. Je vais rappeler que c'est le dirigeant israélien qui a la plus grande longévité, mais dans une lutte existentielle contre l'Iran. C'est-à-dire qu'il a promis aux Israéliens de les débarrasser pour toujours de la menace iranienne. Et là, s'il y avait un accord
et qu'il n'y avait pas l'uranium et donc la menace nucléaire dans l'accord, Netanyahou est coincé d'une certaine manière. Et il est coincé, il est mis en échec vis-à-vis de sa propre stratégie par son allié principal qui est Donald Trump. Gwendoline. Et il peut même y avoir une crainte, s'il y avait un accord, notamment dans l'appareil sécuritaire israélien, que les Iraniens, pardonnez-moi l'expression, essayent d'entourlouper, c'est-à-dire, on avait 440 kilos d'uranium enrichi, mais on en a trouvé que 438, désolé, et le reste, c'est les bombardements, on ne sait plus où c'est. Et ça, c'est une vraie peur pour l'appareil sécuritaire israélien. Merci beaucoup, merci à vous. Jean-François Bureau, merci beaucoup à vous. Elisabeth Shepard-Selam, Gwendoline de Bono, merci Lucas Manger, colonel Père de Jong, j'espère que vous avez apprécié ces échanges. Moi, je les ai trouvés passionnants. Merci à vous de nous avoir regardés. Et puis, vous pouvez venir nous écouter. C'est l'heure du QR code que vous pouvez scanner, flasher en bas de l'écran et vous nous retrouvez sur toutes les plateformes habituelles.